Comment les plus grands chefs-d'œuvre architecturaux résistent-ils à l'épreuve du temps? Depuis des siècles, archéologues et historiens essaient en vain de percer ce secret. Un nouvel outil nous permet de les recréer en 3 dimensions. Grâce au progrès de la science, nous disposons aujourd'hui d'un scanner capable de numériser ces constructions. Pour la première fois, nous allons tenter d'éclaircir certains mystères parmi les plus anciens du monde architectural. Ne vous fiez à rien, ne croyez que les scans. C'est à Londres que notre équipe d'experts se rend pour comprendre comment la cathédrale Saint-Paul a été bâtie. Nous nous intéresserons d'abord à son dôme majestueux, puis à son passé mouvementé, et enfin aux traces laissées par l'histoire. Londres, capitale du Royaume-Uni. La ville abrite quelques-uns des plus beaux édifices du pays. Dallas Campbell est en admiration devant ces chefs-d'œuvre d'architecture. La cathédrale Saint-Paul est le joyau de la couronne dans un panorama qu'on reconnaîtrait entre tous. Elle est le fruit de la vision d'un génie, Christopher Wren. Construite il y a plus de 300 ans, cette cathédrale est une merveille de classicisme et de baroque. Elle est le résultat d'une évolution importante dans le domaine de la construction. Aujourd'hui encore, elle force l'admiration de tous. Cet édifice grandiose est un symbole de la nation britannique. Ses murs renferment de nombreux secrets d'ingénierie. Nous disposons désormais d'un moyen unique de les révéler. Steve Burrows est à la tête d'une équipe d'experts parmi les plus doués de leur génération. Caitlin Stevens, Adam Barnes et Cathy Simon. Tous travaillent au Centre des technologies spatiales avancées de l'Université de l'Arkansas. Leur objectif est de lever le voile sur les mystères de l'édification de la cathédrale et comprendre le raisonnement de Christopher Wren, le génie visionnaire qui l'a dessiné. Aucun monument au monde ne peut se mesurer à ce que Wren a créé avec cette cathédrale. Grâce à notre scanner, pour la première fois, l'ouvrage sera mis à nu. Le scanner va nous permettre de voir ce qui se cache derrière les décorations et d'étudier la charpente de la cathédrale. On va la débarrasser de son enveloppe pour examiner son squelette. Mais le travail promet d'être délicat. L'équipe devra scanner l'édifice en présence de milliers de touristes ou évoluer dans les espaces étroits qui se cachent derrière ces murs. Par moment, on a beaucoup de mal à déterminer notre position exacte. C'est comme un gigantesque labyrinthe dans lequel on essaie de retrouver son chemin. Malgré les obstacles, les premiers scans de la cathédrale sont finalisés. Ils vont offrir un aperçu de l'ouvrage. L'équipe en prend connaissance au QG. Oh, incroyable! C'est magnifique. Combien de points comporte le nuage? À l'extérieur, il y en a au moins 500 millions. À l'aide de ces premières images, Steve va identifier les zones sur lesquelles il aimerait se concentrer. On essaie de soulever le revêtement de la cathédrale parce que sa charpente est très différente de ce qu'on voit à l'extérieur. Steve souhaite analyser la structure complexe du dôme monumental, puis révéler les astuces employées par Wren pour construire la cathédrale sur des fondations instables.
Pour finir, il veut étudier les dégâts provoqués par une bombe allemande tombée sur l'édifice pendant la Deuxième Guerre mondiale. Première étape, le dôme. Il culmine à 111 mètres de hauteur et pèse 65 000 tonnes. Il est surmonté d'une lanterne en pierre de 700 tonnes qui, pour bon nombre de Londoniens, constitue un monument en soi. Pour comprendre comment le dôme titanesque soutient le poids de la lanterne, il faut se pencher sur sa structure. Je veux comprendre comment le dôme de la cathédrale a été construit. Comment il se décompose exactement? Comment il a été assemblé? Quels principes d'ingénierie le régissent? Pour cela, Steve se rend à l'intérieur de la lanterne. En tant qu'ingénieur, ce genre d'endroit me passionne. Quand on observe la cathédrale Saint-Paul de Londres, on remarque forcément cette énorme lanterne dans le ciel. Nous nous trouvons à une hauteur très impressionnante. À cet endroit, les 700 tonnes de la lanterne reposent sur 2 couches de briques. De toute la cathédrale, c'est ici que s'exerce la poussée la plus forte. Elle traverse une distance considérable avant d'atteindre les fondations. Quand on regarde par ce trou, on peut voir le sol de l'édifice. Si l'architecte avait commis une erreur, 700 tonnes de pierre auraient fait une chute de 75 mètres et se seraient écrasées tout en bas. Ce dôme est l'un des plus imposants d'Europe. Pour son esthétique, Wren s'est inspiré des nouvelles tendances architecturales de l'époque qui tranchent nettement avec les flèches qui ornaient les cathédrales gothiques du Moyen-Âge. D'après toi, pourquoi Wren a-t-il opté pour un dôme plutôt qu'une flèche traditionnelle? Je crois qu'il voulait ménager un espace important à l'intérieur qui ne soit pas encombré par des colonnes. Le meilleur moyen d'offrir du volume est de construire un dôme. C'est un système très efficace. On peut créer un espace immense qui rappelle le paradis. Il voulait certainement donner l'impression qu'on s'approchait du ciel. Aucun ingénieur n'avait tenté jusque-là de bâtir un tel dôme capable de soutenir une lanterne ainsi qu'une croix de 7 mètres de haut. C'est très compliqué. L'ensemble ne peut être stable qu'une fois toutes les pièces assemblées. Soit ça tient, soit ça s'écroule. On n'a qu'une chance de réussir. Et l'entreprise de Wren a été couronnée de succès. Le dôme est magnifique. C'est à couper le souffle. Mais bizarrement, cette coupole ne correspond pas au dôme qu'on voit de l'extérieur. Il s'agit d'une illusion d'optique qui permet de cacher quelques ruses. Nous voulons savoir comment Wren s'y est pris. Steve a demandé à son équipe de grimper jusqu'au sommet du monument. C'est la première fois que l'intérieur du dôme est ainsi scanné. Nos spécialistes doivent se faufiler dans des espaces étroits, aux structures tortueuses. Ce n'est pas évident de relier le scan de cette zone avec celui d'à côté dans un espace aussi confiné. Pour étudier la coupole de plus près, Steve et Dallas vont devoir prendre de la hauteur. Wow! Tu as vu ça? Regarde! C'est la galerie des murmures. Elle se trouve beaucoup plus bas. C'est ici qu'est créée l'illusion d'optique. Vue d'en bas, cette zone semble avoir la forme d'un dôme, mais en réalité, elle est beaucoup plus pointue, comme une espèce de cône de signalisation. Quel espace incroyable! On essaie de nous jouer des tours. Les blocs de pierre que l'on voit sont un trompe-l'œil. Ils ont été peints. Grâce au scanner, l'équipe de spécialistes va dépouiller le dôme de ses artifices pour mettre en lumière tous les trucages.
Pour ce faire, ils vont étudier les résultats des scans en détail. Quand on regarde le dôme de l'extérieur, on voit qu'il supporte un poids conséquent. J'aimerais savoir comment cette poussée passe d'ici aux fondations. Les scans nous montrent la cathédrale vue de l'extérieur, mais c'est surtout l'intérieur qui nous intéresse. On veut voir ce qui se cache sous les apparences. Caitlin, tu peux nous montrer la structure du dôme? Les scans vont révéler ce que Wren a réussi à dissimuler. Formidable. Très bien. L'extérieur est là et l'intérieur là. Et voilà le cône. Laisse-le comme ça. C'est parfait. On voit que c'est le cône en brique qui soutient le poids de la lanterne et le reporte à ce niveau. Ce qui apparaît dans le panorama de Londres, c'est ce dôme-là qui est seulement posé sur le cône en brique à l'aide de grosses pièces en bois. L'objectif est d'impressionner de très loin. Voilà, et entre les deux, on a le muscle. Grâce au scanner, l'équipe a pu décomposer le dôme pour découvrir la structure cachée à l'intérieur. C'est donc ce cône qui soutient le poids considérable de la lanterne. Si on le fait disparaître, on aperçoit la coupole. De l'intérieur, l'illusion est parfaite. Voilà le secret. Cette structure cachée dans l'édifice reporte le poids du sommet jusqu'au niveau inférieur. On voit bien le dôme décoratif à l'extérieur et la coupole à l'intérieur. Le cône en brique est niché entre les deux. C'est la solution idéale, même si elle est invisible. C'est le maître de la dissimulation structurelle. En manipulant les différents scans, nous pouvons aussi nous glisser dans l'espace situé derrière le cône. Steve et Dallas cherchent à en savoir plus sur cette zone. C'est ici qu'on va comprendre comment sont construits le dôme et la coupole. Voilà l'enveloppe du dôme extérieur. C'est ça. Il n'y a plus rien au-delà de cette couche. Quel endroit fascinant. Mais on est venu pour ceux qui se trouvent là. Exact. C'est cette structure qui soutient le dôme de la cathédrale Saint-Paul. Donc la lanterne qui se trouve là-haut repose là-dessus. C'est grâce à ça qu'elle est en place. Grâce à ces briques, oui. Et le cône descend jusque-là, tout en bas. Il doit bien y avoir 20 à 25 mètres de briques sous nos pieds. Le cône est composé de 2 couches de briques, un exploit en termes de maçonnerie. Le dôme comporte donc 3 épaisseurs. Le toit extérieur qui est ici, puis le cône qui supporte toute la charge structurelle, et enfin la coupole à l'intérieur. Voilà ce que Wren a imaginé pour soutenir le dôme de la cathédrale Saint-Paul. Les techniques employées par Wren et les maçons qui ont participé à la construction de l'édifice dataient de plusieurs siècles. Les machines inventées lors de la révolution industrielle n'existaient pas encore. Pour travailler, ils ont donc dû se montrer ingénieux et utiliser leurs forces ainsi que des outils rudimentaires. Alors, on a un burin. Un burin assez gros. Oui. Meriel Jeter du musée de Londres présente à Dallas des outils de l'époque retrouvés lors de fouilles. Celui-là est assez travaillé. Il est très beau. Les motifs sont magnifiques. Celui-là est tout à fait étonnant car il reste encore des morceaux de bois à l'intérieur. Il y a même un arrache-clous. Ils sont extraordinaires, ces outils. Le plus intéressant, c'est la règle. C'est une règle à calcul? C'est l'ancêtre de la règle à calcul. Il y a des opérations trigonométriques. Oui, je vois le sinus, la corde, la tangente. Les inscriptions sont difficiles à lire, mais on en reconnaît quelques-unes. À cette époque, cette bande de métal était l'équivalent de nos ordinateurs. Wren s'est servi d'instruments simples de ce type pour calculer les forces en présence dans le dôme et en dessiner les plans. Mais le dôme n'est pas la seule prouesse réalisée par Wren dans la cathédrale. Pour construire cet édifice, l'architecte a employé des méthodes novatrices et repoussé les limites de la technique.
On ne peut pas parcourir la cathédrale sans avoir des frissons, parce qu'elle est véritablement impressionnante par sa taille et par ses proportions. Tout semble parfait. Sous cette merveille du XVIIe siècle est enfoui un secret. Pendant la construction, un problème important s'est posé. L'ouvrage était en train de s'affaisser. Quand les travaux ont commencé en 1675, Wren a dû choisir un matériau sur lequel bâtir les fondations. Il aurait pu opter pour du sable, un matériau très meuble, mais il a dû se dire qu'il risquait de bouger si on y plaçait une charge. Il a donc choisi l'argile. Au premier abord, c'est beaucoup plus solide que le sable, qui glisse entre les doigts. Mais sous le poids de la cathédrale, les matériaux ne se comportent pas de la même manière. Voilà ce qui se serait passé si elle avait été construite sur du sable. Si je l'enlève, on voit que le cylindre s'est très peu enfoncé. Voilà ce qui s'est produit quand on a bâti la cathédrale sur de l'argile. J'applique la charge de la même façon, mais elle s'enfonce dans le sol. Elle ne cesse de s'enliser. Comme Wren a choisi de construire la cathédrale sur de l'argile, les fondations ont commencé à s'affaisser. Plus les travaux avançaient et plus le phénomène s'amplifiait. L'équipe va chercher des traces de ce mouvement. Steve a rejoint Caitlin. Il veut savoir si les scanners peuvent détecter l'affaissement sur la façade de la cathédrale. Il lui faut donc des mesures très précises. J'aimerais connaître la hauteur de certains points du bâtiment. Par exemple, il me faudrait celle de cet angle extérieur pour la comparer à des points censés être alignés. Tandis que Caitlin recueille les données, Steve parcourt la crypte à la recherche d'éléments concrets qui trahissent le tassement. J'applique un niveau pour voir si la construction est vraiment irréprochable. J'ajuste la position pour avoir une ligne horizontale parfaite. J'y suis. Rien que sur ce mur d'1,80 m, j'ai 2,5 cm de décalage. À mesure que la construction avançait, des fissures commençaient à lézarder la pierre. Pour Wren, le constat était clair. Il n'aurait pas dû faire bâtir la cathédrale sur de l'argile. Regarde, Dallas. Je n'imaginais pas que c'était à ce point. On y est. C'est très prononcé. Le mur est traversé par une grosse fissure. Tu vois ces joints? On l'a rebouché. Les deux blocs ont eu des mouvements opposés. Celui-là est monté et l'autre est descendu. Du coup, une crevasse s'est formée. Elle descend jusqu'ici. Wren était conscient du problème pendant la construction. Oui, ça a dû se produire très vite, dès les premiers mois. De l'autre côté, c'est encore plus flagrant. Regarde sous la fenêtre, la pierre est inclinée. Wren a commis une grave erreur en sélectionnant le mauvais matériau. Plus les travaux avançaient, plus les fondations de la cathédrale s'affaissaient. L'ouvrage risquait de s'effondrer avant même d'être achevé. Même le dôme était menacé. Le dôme exerce une forte poussée au centre de l'édifice. On va peut-être découvrir que le dôme de Saint-Paul n'est pas vertical. Il s'agirait alors de la tour penchée de Saint-Paul. Peut-être que le cercle n'est plus parfait. Je veux analyser les mouvements en détail. Steve a demandé que le dôme soit scanné avec précision pour connaître ses dimensions exactes. S'il penche, le scan le révélera. Il s'est trompé dans la construction. Ça arrive à tout le monde quand on travaille sur un monument aussi emblématique. Et les défauts sont encore visibles aujourd'hui. Je veux comprendre ces erreurs et essayer d'en tirer les leçons. Comme la cathédrale continuait de s'enfoncer dans le sol et que le dôme menaçait de pencher, Wren a dû vite trouver une solution. Au QG, Steve espère faire parler les pierres. Est-ce qu'on peut mesurer l'étendue du problème? Je suis curieux de savoir si l'affaissement est très marqué. Cette ligne horizontale virtuelle superposée au scan fait office de niveau.
Steve s'en sert de référence pour examiner les détails de la cathédrale. Voilà une ligne horizontale parfaite. On a sélectionné une série de points du périmètre et on a mesuré la distance qui les sépare de notre ligne. C'est parti. Voici les 4 mesures. 15 mètres 153, 15 mètres 224, 15 mètres 159 et 15 mètres 203. La différence la plus importante est de 7 cm sur toute la longueur de la façade, ce qui est négligeable. Elle est quasiment parfaite. La différence est très faible. Contre toute attente, Wren a réussi à limiter les effets de l'effondrement. Il les a certainement compensés en ajustant chaque bandeau de pierre pendant la construction. Avec le temps, les mouvements ont cessé. Quand la construction de la structure principale s'est achevée, l'édifice était pratiquement horizontal. Wren craignait que le dôme soit trop lourd pour les fondations qui lui avaient déjà causé tant de problèmes. Steve s'entretient avec Oliver Caro, l'architecte chargé de la conservation de la cathédrale. Oliver a étudié le travail de Wren et s'est intéressé aux différentes décisions qu'il a prises. En 1680, Wren s'inquiétait déjà pour les fondations, puisque les premières fissures apparaissaient. Il avait déjà réduit le diamètre du dôme de 43 à 37 mètres. On avait déjà bâti la crypte et l'édifice principal. La charge était répartie de façon équilibrée et pourtant le sol bougeait. Il a eu peur qu'après l'ajout d'une masse importante en plein milieu de l'ouvrage, certaines parties de la cathédrale se détachent. C'est ça? C'est l'idée. Il avait confiance en ses compétences, bien sûr. Il avait du savoir-faire en matière d'architecture. Mais les fondations sont posées et il commence à se demander si elles sont assez résistantes pour supporter le poids de l'ouvrage. On ne peut pas en être sûr, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ces dessins prouvent que Wren a modifié les plans du dôme pendant la construction, ce que les ingénieurs structures comme Steve essaient d'éviter à tout prix de nos jours. On voit qu'il a essayé d'alléger la structure alors que le chantier était déjà bien avancé. Il devait alléger le dôme autant que possible. Il s'est efforcé de régler le problème. Il a envisagé plusieurs solutions dans la construction qui auraient permis de garder l'idée du dôme surplombant une cathédrale immense sans pour autant en alourdir la charge. Le plan qui a été retenu associe esthétique et inventivité. C'est en ça qu'il est extraordinaire. Voilà en quoi Wren était un génie. L'architecte s'est donné beaucoup de mal pour améliorer les plans du dôme et réduire le poids de la structure. Malgré ses efforts, il pesait encore très lourd. La poussée qu'il exerçait sur l'édifice allait poser de gros problèmes. Steve s'aventure dans les coulisses pour mesurer l'étendue des dégâts. Dans les décennies qui ont suivi l'ajout du dôme, des fissures sont apparues. Steve veut comprendre comment elles se sont formées. Je me trouve au pied du cône en briques. Il est très résistant et supporte sans problème le transfert du poids. Tout fonctionne très bien. Ce contrefort repose sur un arc qui est beaucoup moins résistant. Il risque de s'affaisser. Les deux contreforts ont donc des mouvements opposés, comme on bouge les jambes quand on marche. Ça peut endommager la structure. Les failles du dôme ont beaucoup inquiété les spécialistes chargés de la conservation de la cathédrale. En 1928, ils ont décidé de renforcer le dôme en enroulant une chaîne monumentale autour de sa base. Quand on s'est aperçu en 1928 que les fissures étaient nombreuses, on a ajouté cette chaîne pour consolider le dôme. Elle agit comme un énorme élastique qui maintient les contreforts. Il faut appliquer une tension pour resserrer l'ensemble. La pose de cette chaîne a-t-elle eu l'effet escompté? Les scans mettent-ils en évidence des mouvements au sein du dôme?
L'équipe va avoir une bonne surprise en découvrant les résultats. Tu vois ça? Les lustres? Les lustres jouent le rôle de fil à plomb. Les maçons utilisent cet outil, un fil lesté d'un plomb, pour s'assurer de la verticalité d'un élément de structure. Comme les lustres sont parfaitement verticaux, Steve peut les comparer aux angles du dôme. En réalisant les scans, on s'est aperçu qu'on pouvait s'en servir pour évaluer la verticalité du dôme. Alors? Kathleen, tu peux afficher la ligne verticale? Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Est-ce qu'on peut calculer l'angle exact? Oui. Le dôme est-il penché en réalité? La ligne violette indique l'angle du dôme, la rouge celui du lustre qui est parfaitement vertical. Les scans montrent qu'elles sont parallèles. Quand la construction a atteint cette hauteur, les mouvements avaient cessé. Pendant l'édification du dôme, Wren a fait en sorte que tout soit bien horizontal. Le dôme de la cathédrale Saint-Paul n'est pas penché. Il est parfaitement droit. Il est vertical. Tout à fait. C'est stupéfiant. Je m'attendais au résultat contraire. On dit souvent que les médecins cachent leurs erreurs, mais les architectes et les ingénieurs doivent en assumer les conséquences. Wren a fait un mauvais calcul en choisissant le matériau sur lequel bâtir les fondations, mais il a travaillé dur pour corriger les défauts et arriver à un résultat irréprochable. Malgré l'instabilité des fondations, Wren a atteint son objectif. L'extérieur de la cathédrale est pratiquement horizontal et le dôme ne penche pas. L'œuvre de Wren n'est pas le premier édifice religieux bâti sur ce site. Au Moyen Âge, une cathédrale gothique s'est tenue à cet endroit pendant 600 ans. C'est à la suite d'une catastrophe qu'on a fait appel à Wren pour construire le monument qui existe encore aujourd'hui. Un matin de 1666, un incendie s'est déclaré dans une boulangerie de cette rue, Pudding Lane. Le grand incendie de Londres a fait rage pendant 4 jours et détruit le cœur de la vieille ville. Il a réduit en cendres plus de 13 000 habitations, presque tous les bâtiments officiels, 87 églises et la cathédrale Saint-Paul. On a confié à Christopher Wren la tâche de bâtir un nouvel édifice pour la remplacer. Peu d'hommes auraient été capables de mener à bien une telle entreprise, depuis le dessin des plans jusqu'à l'achèvement de l'édification. Wren était doté de nombreux talents et aimait relever les défis. Wren n'avait pas de formation en architecture, du moins pas comme on l'entend aujourd'hui. C'était en premier lieu un astronome et un mathématicien. La cathédrale Saint-Paul célèbre donc aussi bien la foi que la science. Wren était un des grands intellectuels de son époque. L'équipe a fait appel à James Campbell, historien de l'architecture, pour en savoir plus à son sujet. Cet homme a bâti une église. Wren était-il un visionnaire? À cette époque, tout architecte devait être aussi ingénieur. Wren avait toutes les qualifications requises. C'était un savant et un architecte. Il savait dessiner avec talent et réaliser des calculs et des expériences. En ce sens, il réunit toutes les qualités pour un architecte de l'époque. Est-ce que ça se traduit dans la construction de la cathédrale? Ça saute aux yeux. Le monument en lui-même est une grande expérience scientifique. Il teste de nouvelles idées, il change d'avis et modifie ses plans en fonction de ses observations. Les scans de la cathédrale nous permettent de comprendre comment Wren raisonnait. Les secrets de son talent se cachent derrière ces murs. Steve pense en avoir découvert un. Je suis en train d'observer la coupole depuis le sol et je me demande comment le poids du dôme qui se trouve là-haut est canalisé jusqu'aux fondations. Je crois avoir trouvé la clé du mystère. Quand je regarde autour de moi, je vois ces arcs qui soutiennent une charge monumentale. Mais quelque chose a attiré mon attention, cet arc-là. Celui qu'il surplombe ne supporte aucun poids. C'est donc un arc décoratif. La courbe de celui de dessus est soutenue par 2 murs. Je crois que ce sont en réalité des colonnes déguisées. Pour Steve, les arcs et les colonnes que nous voyons ici sont uniquement ornementaux et n'ont aucun rôle structurel.
La poussée du dôme serait supportée par des colonnes plus hautes et cachées derrière ces décorations. Wren a laissé un indice fascinant qui pourrait offrir une explication. Il s'agit d'une maquette de la cathédrale construite au XVIIe siècle et baptisée le Grand Modèle. C'est certainement la maquette architecturale la plus belle qui existe. Elle nous offre un aperçu passionnant de ce qui se passait dans l'esprit de Wren. Ce modèle est tellement grand qu'on peut s'y glisser pour se faire une meilleure idée des proportions. Il mesure 4 mètres de haut et 6 de long. Sa construction a duré 1 an et a coûté une fortune. Pourtant, la cathédrale telle que représentée par cette maquette n'a jamais vu le jour. Les plans ont subi plusieurs modifications avant que Wren ait l'autorisation de lancer la construction. Steve a remarqué que sur le modèle, des colonnes s'élèvent du sol jusqu'au dôme. Ce qui frappe, c'est la taille du modèle et l'ambition de l'architecte. L'idée est assez simple. 8 colonnes visibles soutiennent le dôme. Elles contrebutent la poussée du toit et la reportent vers le sol. Elles sont toutes identiques. Pourtant, les colonnes de la cathédrale semblent s'arrêter au niveau des arcs. Adam scanne le grand modèle. Steve veut comparer les colonnes de la maquette à celles de la cathédrale. Il pense que les scans prouveront que Wren a bien dissimulé des colonnes qui soutiennent le dôme. Je veux enlever les sculptures, les finitions, pour révéler le squelette de la structure et comprendre comment cette charge est canalisée vers le sol. Nos spécialistes savent que Wren était un maître de l'illusion architecturale. Derrière cette façade grandiose, rien n'est comme on l'imagine. Mais Steve pense avoir percé le secret. On peut comparer la cathédrale à un plateau de cinéma, comme ceux qu'on construit dans le désert. Et il n'est pas donné. Exact. On a l'impression que le bâtiment a 2 niveaux, mais en réalité, il n'y a rien derrière les murs de l'étage. C'est une illusion. Ces cloisons indépendantes cachent des arcs-boutants qui soutiennent les murs et le toit. Ce mur a plusieurs rôles. Il donne l'impression d'un monument massif et cache les éléments dont l'esthétique ne s'accordait pas à l'ensemble, selon Wren. À l'aide des scans, Steve espère comprendre comment Wren a dessiné les colonnes invisibles. J'aimerais gommer les décorations pour étudier les colonnes cachées qui supportent le dôme. C'est possible d'enlever cette couche? Oui, c'est parti. Caitlin ajuste les scans pour mettre au jour les colonnes qui en réalité ne s'arrêtent pas au premier étage. Elles s'élèvent du sol jusqu'au dôme. Voilà la colonne. Cette face est reliée à celle-là. On s'aperçoit que les décorations camouflent les 8 colonnes disposées en cercle qui soutiennent le dôme. Steve veut examiner les colonnes de plus près. Ces piliers en pierre sont composés de 2 éléments différents. Cette partie soutient le toit, mais celle-là est seulement décorative. Les colonnes qui canalisent la poussée du dôme vers le sol sont les mêmes que celles de la maquette. J'ai compris le subterfuge en entrant dans le grand modèle, où les colonnes sont bien visibles. Ce scan de la maquette montre bien les 8 colonnes en question. En comparant les scans du grand modèle à ceux de la cathédrale, Steve a dévoilé les secrets architecturaux de Wren. Il s'agit là encore d'une méthode très ingénieuse. Il tenait à donner vie à ses premiers plans.
Il a donc gardé l'idée qu'on voit dans le grand modèle et l'a maquillée à l'aide de décorations. C'est de l'illusion. Tout à fait. Et ça démontre bien qu'il était obstiné. Mais des siècles plus tard, le dôme de la cathédrale a bien failli être détruit. En 1941, la Deuxième Guerre mondiale fait rage. Les avions allemands bombardent Londres sans relâche. Au cours de cette campagne, surnommée le Blitz, 43 000 personnes périssent et des quartiers entiers de la ville sont rayés de la carte. Sur ces images, tournées depuis la cathédrale, on voit que l'édifice est cerné par les flammes. Un sinistre événement baptisé le second grand incendie de Londres. La cathédrale est restée debout. Pour les Londoniens, elle est devenue un symbole de la résistance nationale contre les nazis. Mais tout aurait pu basculer. La nuit du 17 avril 1941, la cathédrale a été touchée par une bombe allemande qui a traversé le toit. D'après les constatations, elle aurait transpercé le sol avant d'exploser dans la crypte. Sur une photo prise peu de temps après, on peut voir un trou béant dans le sol. Fred Hulton, spécialiste des effets des explosifs sur les bâtiments, explique ce qui a pu se passer quand la bombe s'est abattue sur la cathédrale. Il s'agissait apparemment d'une bombe de 220 kg, composée de puissants explosifs à hauteur de 40 à 60%. D'abord, le détonateur provoque l'explosion de la charge, ce qui veut dire qu'une onde de choc traverse la charge explosive qui se transforme instantanément en gaz. Cette réaction détruit l'acier autour de la bombe, qui explose et se divise en des milliers de fragments. Ils sont propulsés à 4000 mètres par seconde. Une boule de feu se forme et une grande partie des fenêtres éclate. Dans la partie supérieure de la cathédrale, Steve a remarqué des dégâts provoqués par les éclats de métal soufflés par la bombe. La présence de ces impacts met en doute les témoignages selon lesquels la bombe aurait explosé dans la crypte. Je sais que la cathédrale Saint-Paul a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'une des bombes a traversé le toit et explosé à l'intérieur. J'aimerais analyser les scans pour déterminer la position exacte de l'explosion de la bombe et comprendre pourquoi le monument ne s'est pas effondré. Les murs de la cathédrale renferment les indices qui permettront d'établir l'emplacement exact de la déflagration. L'équipe va les scanner avec une grande précision pour recenser toutes les traces qu'elle a pu laisser. Je voudrais retrouver les fragments de la bombe pour localiser avec précision le lieu de l'explosion. Je sens qu'on va être surpris. Steve retrouve Oliver Caro, qui détient des indices précieux sur cette question. Quand on étudie ces archives, on se dit que la bombe a explosé dans la crypte. Oui, c'est l'impression que ça donne. Mais Steve a une autre hypothèse, plus plausible selon lui. Il est possible que la bombe ait explosé au niveau du toit ou bien en percutant le sol. Et je n'en suis pas sûr. La bombe a répandu des éclats partout. L'enveloppe a été réduite en de petits morceaux qui ont été catapultés dans tous les sens. Toutes les fenêtres auraient explosé si ça s'était produit ici. On sait que les éclats ont laissé des traces. J'en ai vu sur la façade extérieure. C'est justement l'indice que Steve recherchait. Les fragments ont traversé les fenêtres et se sont logés dans les murs. Si on retrace leur trajectoire, on peut voir d'où ils sont partis. Ça permettrait de résoudre ce mystère, vieux de 60 ans. Oliver et Steve sortent de la cathédrale pour étudier une autre illusion mise en place par Wren. Cette fenêtre donne sur une contre-cloison constellée d'impacts de fragments. C'est incroyable! Regardez ça! On peut presque sentir la puissance de l'éclat. C'est vrai. Tout ça avec une seule explosion. Un bloc s'est même fissuré sous le choc. L'impact a dû être violent. J'en reviens pas.
On croirait voir un portrait de la bombe sur le mur. C'est une trace de ce qui s'est passé. D'après la profondeur des trous, je dirais que la bombe a explosé sur une ligne située ici, à peu près. La fenêtre est une sorte de cadre. Voilà. Par lequel sont passés des morceaux de métal brûlant. Et ils ont frappé ce mur en laissant des traces qui indiquent leur origine. Je remarque que les trous sont plus profonds en bas du mur. Cette partie est beaucoup plus endommagée. Comme si la bombe avait explosé plus haut. On saura ce qui s'est exactement passé avec les scans. En tout cas, elle n'a pas explosé dans la crypte, mais dans la cathédrale. Sinon, comment expliquer des impacts aussi bas? Ouais, elle a explosé assez haut, à peu près au niveau de ma main, je dirais. Il faudrait analyser les deux côtés de l'édifice pour avoir plus d'informations. C'est ce qu'on va faire. On va scanner les deux côtés, tracer les trajectoires des éclats à travers la fenêtre pour retrouver le point d'intersection. C'est là que la bombe s'est déclenchée. Après examen de la cloison face à la fenêtre, Steve est convaincu que l'engin n'a pas explosé dans la crypte, mais bien plus haut. Pour en être sûr, il demande à l'équipe de monter sur le toit. Si les scans montrent bien que les éclats sont passés par la fenêtre, il faudra réécrire l'histoire de la cathédrale. Pendant le Blitz, des efforts importants ont été déployés pour protéger la cathédrale, considérée comme une source de courage pour les Londoniens. Le Premier ministre Winston Churchill a déclaré « La cathédrale doit à tout prix survivre ». Robin Boyd, un vétéran de la guerre, revient sur cette période. Il a fait partie du groupe de bénévoles chargés d'éteindre les feux qui ont menacé l'ouvrage pendant les bombardements. Elle aurait pu partir en fumée. 67 incendies ont éclaté à l'intérieur et tous auraient pu la détruire. Mais on a réussi à les éteindre avant que les dégâts ne soient irréparables. C'est ce qui a permis de sauver la cathédrale. On a du mal à s'imaginer ce que vous avez vécu pendant les bombardements qui ont ravagé une grande partie de la ville. Aujourd'hui encore, quand j'entends une sirène retentir, je suis pris d'une angoisse et je me demande ce qui nous attend. Les membres de la brigade de surveillance des incendies ont protégé la cathédrale du feu, mais ils ne pouvaient rien face aux explosifs. Les scans permettront-ils à Steve de localiser la position exacte de l'explosion de la bombe? On va se concentrer sur cette zone. Voilà la fenêtre. Ce qu'on voit, c'est la cloison qui lui fait face. Les éclats sont passés par la fenêtre et se sont logés dans la pierre. Et on voit bien. Regardez ça! Oui, on les voit tous. C'est très précis. Même les plus petits. Tous les éclats qui ont frappé ce mur sont forcément passés par la fenêtre. Cette pyramide indique l'ensemble de trajectoires qu'a pu suivre un éclat depuis l'explosion jusqu'à l'impact sur le mur. Là, on a un éclat dans le mur. Cette ligne représente la fenêtre. On sait que la bombe se trouvait dans ce secteur. Le fragment n'aurait pas pu venir de l'extérieur de cette zone. C'est ça. Sinon, il n'aurait pas frappé à cet endroit. Exactement. C'est un peu comme suivez les dégâts et vous trouverez la bombe. Pour établir l'emplacement précis de l'explosion, l'équipe croise les informations associées aux différents éclats dans le mur. Ainsi, elle délimitera le seul endroit où l'engin a pu se déclencher. Où la bombe a-t-elle explosé exactement? Ici, précisément. Comme vous le voyez, c'est assez haut dans la structure, au milieu des fenêtres. Voilà où la bombe a explosé. Ça ne s'est donc pas produit dans la crypte. Absolument pas. Cette conclusion est d'une importance fondamentale. On a été berné par ce qu'on a vu sur les photos. Quand on découvre ce trou énorme, on se dit que la bombe est forcément passée par là. Ça prouve qu'on ne peut pas se fier à ce qu'on voit, ni à ce que disent les journaux. C'est vrai, ne vous fiez à rien, ne croyez que les scans.
Les scans prouvent de façon incontestable que la bombe allemande n'a pas explosé dans la crypte, mais sous la coupole de la cathédrale. Le trou dans le sol de la cathédrale a été provoqué par le souffle de l'explosion. À présent, Steve veut en savoir plus sur d'autres dégâts découverts il y a peu. C'est Robert Bowles qui les a repérés pendant la restauration de 2004. Ça s'est passé pendant le nettoyage des peintures du dôme. On a trouvé des fissures récentes et je me suis aperçu que ça pouvait correspondre à des dommages causés par la bombe. Robert a découvert une faille circulaire qui courait le long de la coupole, preuve de la puissance de l'engin explosif. La bombe a fait trembler cette partie de l'ouvrage. Dans des circonstances normales, il n'y a aucune raison qu'une fissure comme celle-là se forme. Selon vous, elle a transpercé le toit avant d'exploser à l'intérieur de la cathédrale, ce qui a libéré une énergie tellement importante que la coupole s'est soulevée. C'est ça. Heureusement, la coupole ne s'est pas détachée. Si la secousse avait été plus violente, elle se serait écroulée au sol. La catastrophe a été évitée et la fissure rebouchée, mais cette découverte prouve que la bombe a provoqué une onde de choc qui a fait trembler le dôme colossal. D'autres éléments indiquent que le dôme a échappé de peu à la destruction. Votre théorie sur l'onde de choc explique ceci. Qu'est-ce que vous en dites? On voit que la pierre a bougé. J'ai l'impression qu'elle s'est soulevée et qu'elle est retombée avec un décalage. Ça confirmerait l'hypothèse d'une onde de choc projetée vers le haut. En apparence, ce ne sont que quelques centimètres de mouvement, mais rapporté à la masse du dôme, cela indique une secousse phénoménale. L'édifice porte d'autres traces de cette onde de choc. Oliver et Steve se trouvent dans l'espace situé au-dessus de la coupole. Les dégâts subis par ce mur ont été tels qu'il a fallu le reconstruire après la guerre. Pour être sûr de suivre les plans originaux de Wren, les ouvriers ont numéroté les blocs de pierre. C'est une carte. Ils ont numéroté chaque pierre avant de démanteler le mur, pour pouvoir les replacer comme avant. Au bon endroit. 33, 34, 35. Steve voit de ses propres yeux que les dommages causés par la bombe ont menacé l'œuvre de Wren jusque dans sa charpente. Ce que les scans révèlent est encore plus surprenant. La bombe est passée... Elle a explosé là, non? Oui, c'est ça. L'engin a explosé ici et le dôme se trouve là. Elle était donc tout près du dôme. Ça ne représente que quelques centimètres sur ce plan. À 7,60 m exactement. Selon Steve, si la bombe avait heurté le dôme, elle l'aurait détruit. Ça aurait pu être une catastrophe. Imaginez un peu les dégâts. J'en ai des sueurs froides. N'oubliez pas que cette bombe a été larguée d'un avion à plus de 1000 mètres d'altitude. Le pilote a manqué sa cible de 7 mètres. Quelle horreur! C'était presque dans le mille. On se rend compte qu'on a eu beaucoup de chance. À l'aide de notre scanner, Steve et son équipe ont dénudé le dôme de la cathédrale Saint-Paul pour nous montrer le cône de briques qui soutient la lanterne à l'extérieur. Ils ont expliqué comment Wren avait dû ajuster la construction de l'édifice en cours de chantier à cause de ses fondations instables. Ils ont découvert la présence de colonnes cachées qui soutiennent le dôme et déterminé avec exactitude l'impact de la bombe qui a failli détruire l'ouvrage. Grâce au modèle en 3 dimensions qu'ils ont établi, Steve et ses collaborateurs ont pu nous expliquer les idées brillantes que Christopher Wren a développées il y a plus de 300 ans. L'édification de ce monument a été l'œuvre de sa vie. Il a passé 36 ans à travailler dessus. Selon la légende, il aurait pris froid en visitant la cathédrale à l'âge de 90 ans et serait mort quelques jours plus tard. Voici la tombe de Christopher Wren. Si vous vous demandez pourquoi elle est si simple, il vous suffit de lire l'inscription en latin au-dessus qui dit « Si vous cherchez son monument, regardez autour de vous ».